Zap Crypto. Tous les jours, toute l'actu crypto au même endroit. Et pour me soutenir, abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer le prochain Zap Crypto. Bonsoir la cryptosphère, j'espère que vous avez tous passé un excellent week-end. Moi j'ai eu quelques petites péripéties lors de l'upload samedi du Zap et donc j'espère vraiment que ce soir il n'y aura aucun souci. Allez, on passe directement au Fear and Greed Index qui est aujourd'hui à 22. Ici dans la peur, vous pouvez le trouver dans l'Extreme Peur sous d'autres sites et le Market Order Flow dans le neutral. Nous passons directement à tous nos gagnants tirés au sort hier en live sur Twitch à 22h et notre premier gagnant est David avec le NFT numéro 225. Le numéro 226 est gagné par NG Crypto. Cloud gagne le numéro 227. Le 228 est arraché par Moïd du Café du Coin. Hotz remporte le 229 et Ozedo repart avec le numéro 230 qui était mon favori. Et si toi aussi tu veux tenter de gagner un NFT cette semaine, n'oublie pas de laisser un petit commentaire sous les apps crypto. Je souhaitais également souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux zappeurs et zappeuses. Sachez que le lundi, le zap peut être un petit peu long et que vous pouvez retrouver en description tous les timecodes de la vidéo. Sachez que le zap crypto est divisé en 4 chapitres, ce qui facilitera votre navigation tout au long du zap. Allez, je vous souhaite une excellente vidéo. Passez une excellente semaine. C'était Zap Crypto. Crypto.com qui apparemment réduit drastiquement ses partenariats. Non seulement ils réduisent les partenariats, mais on apprend surtout qu'ils n'ont pas licencié 5%, mais peut-être 30-40% de leur effectif entre juin et août. Ils ont réduit pas mal de choses au niveau de la FIFA déjà, au niveau de la Coupe du Monde. Et c'est pas pour des questions éthiques ou quoi que ce soit, c'est vraiment qu'ils ont pas suffisamment d'oseille en ce moment. La Formule 1, pareil, ils ont réduit leur partenariat. Je pense vraiment qu'ils ont tout mis sur le Staples Center, le fait de le renommer. Ouais, les 700 millions là. Je pense que ça a piqué. Ils ont peut-être pas compris qu'après un bull run, il y a un bear market. Ils s'attendaient peut-être à ce qu'il arrive un peu plus tard et du coup en fait ils assument pas tout simplement. Après, est-ce que c'est pas une bonne manière finalement de prévoir si le bear market dure un petit peu plus longtemps, d'avoir une politique un petit peu plus drastique pour contrôler les coûts et faire en sorte que ça tienne quoi. Bah non, parce que regarde Binance, lui, comme il le dit, dans les 2 prochains mois, il va dépenser à peu près $1 milliard pour faire des acquisitions en pagaille. Binance ne connaît pas le bear market. Bah oui, mais Binance ne fait pas d'investissement de 700 millions juste pour renommer un arena. Qu'est-ce qu'il en a à foutre? Lui, il garde les 700 millions pour, à un moment donné, il va se dire pour acheter Twitter avec Elon déjà. Ouais, très bien. Déjà. Et quand il voit, il y a un dip là, on va l'acheter ce dip. Allez, on y va. Clic. Entre FTX et Binance, ils le mettent pas au même endroit leur cash. Hein. Ouais. Autant FTX et Bankman, ils essayent de renflouer Celsius, Galaxy Digital, ce genre de trucs. Autant CZ en termes de com, lui il dit que les gens qui se sont foirés et qui valaient déjà rien avant ne valent toujours rien et qu'il mettra pas son oseille dedans. Donc on sent qu'il n'y a pas la même. La stratégie de FTX et de Bankman, ça va être un peu la stratégie de Buffett. Il faut savoir que lui, c'est pas dans le marché des actions qu'il investit le plus, il prend des entreprises en difficulté, qui retapent et qui revend derrière. Et qui font après, il va reprendre une entreprise qui va racheter peut-être $100 000 et qui va retaper correctement, qui va remettre sur pied. Et l'entreprise, elle en vaudra peut-être 10 millions après. Mais je trouve ça bien de savoir dans quoi il investit justement, parce que lui, je pense qu'il sait ce qu'il fait. C'est bien aussi de suivre ce genre de truc, tu vois. Nous sommes le 15 août 2010, il est 6h du soir et un message inquiétant est posté sur Bitcoin Talk. Gigarzik signale que le bloc numéro 74638 est pour le moins étrange. En moins de 50 minutes et après seulement 4 messages, c'est la douche froide, le mot est lâché. Il y a un bug dans le logiciel de vérification des transactions Bitcoin et quelqu'un a tenté d'en profiter. La blockchain Bitcoin a été piratée. Un chiffre d'affaires de plus de 39 milliards de dollars, l'entreprise Telefonica, qui est un des plus grands géants de la téléphonie mobile en Europe, se lance officiellement dans le Web3 avec une annonce du directeur numérique de l'entreprise qui dit « Nous voulons que cela soit plus simple pour les gens d'avoir leur propre wallet et de stocker leur crypto-monnaie. » D'ailleurs, l'orientation de l'entreprise vers ces domaines technologiques peut être la conséquence des positions des principaux actionnaires de Telefonica, puisque BlackRock et la Société Générale, entre autres, investissent eux aussi massivement dans le Web3. Et le PDG Telefonica a d'ailleurs décidé de multiplier les alliances avec de grands acteurs du secteur, comme Qualcomm, Unity ou encore Niantic, afin de saisir l'opportunité immense d'avenir que représente le Web3. Ok, du coup, juste, je vais finir sur les Layer 3 parce que j'en ai pas encore parlé et que c'est quand même important. Layer 3, c'est la couche d'interopérabilité. En gros, les différentes blockchains,
comme elles sont pas pareilles, ben elles peuvent pas communiquer entre elles. Du coup, la blockchain de Bitcoin peut pas parler à la blockchain d'Ethereum, etc. Et tout ça, c'est un peu chiant parce que vous devez avoir un wallet Bitcoin, un wallet Ether. Vous pouvez pas envoyer des Ethers sur un wallet Bitcoin. Enfin, voilà, c'est un peu compliqué. Et du coup, le Layer 3, ça va amener une solution qui fait que les blockchains pourront communiquer entre elles. C'est un gros challenge. Genre, pour moi, c'est un des plus gros trucs qu'il va falloir faire. C'est ce qu'on appelle l'interopérabilité. Je déteste ce mot. L'interopérabilité. Et du coup, c'est le problème qui se pose maintenant dans plein de choses en mode comment est-ce qu'on fait pour faire communiquer toutes les blockchains entre elles et être multi-chain. Et du coup, là, vous avez des exemples. Enfin, moi, j'ai 2 exemples à vous donner en tête. C'est Symbiosis Finance et Axelar Network. En sachant que cette couche d'interopérabilité, si vous avez bien suivi tout le déroulé, vous pouvez aussi l'avoir sur le layer 0, puisque si vous construisez 2 blockchains sur le même layer 0, elles peuvent communiquer entre elles. Voilà, et juste un dernier truc, ça vous change quoi un layer 3? En gros, le but final, c'est t'arrives dans ton wallet, tu te fais pas chier, tu mets juste une adresse et hop, t'envoies, et t'as pas à regarder sur quel réseau je vais devoir l'envoyer, par quel réseau, etc. En parlant d'avenir, on a Grayscale qui investit dans le minage. En effet, le fonds d'investissement spécialisé dans les cryptoactifs vient d'annoncer qu'en association avec la société Foundry Digital, ils allaient créer un nouveau produit d'investissement nommé Grayscale Digital Infrastructure Opportunities, ou le GDIO, qui seront axés sur les infrastructures minières de Bitcoin. En gros, l'objectif sera de profiter dans les mois à venir d'une vente importante d'équipements de minage qui entraînera une chute des prix de ces derniers, afin de mettre en place leur propre ferme de minage pour rentabiliser les équipements achetés au rabais, et les rendements qui seront ainsi extraits de l'activité de minage seront revendus et en grande partie redistribués aux investisseurs. Et il précise que ce produit financier sera accessible pour les particuliers et investisseurs institutionnels accrédités, disposant d'un investissement minimum de 25 000 $. Il y a un gros partenariat entre FTX et Visa. FTX pourrait bientôt proposer une carte de débit à ses clients, donc un peu dans le même système que la carte que propose Binance en fait, tu vois. Cette carte, elle permettra aux commerçants d'accéder plus facilement les crypto-monnaies. Et ce qui est bien, et c'est un point que SBF, le fondateur d'FTX, a relevé, c'est qu'on conduit l'utilité de la crypto-monnaie au-delà d'un élément spéculatif, tu vois. Là, on l'utilise comme moyen de paiement. Et SBF avait également déclaré que, de base, les cryptos ont été conçus pour perturber les systèmes de paiement traditionnels, mais là, on voit que les banques et les systèmes de paiement traditionnels sont tous en train de courir pour adopter la blockchain. Et ça, tu vois, c'est bullish pour le développement des cryptos. Il y a également le directeur financier de Visa qui a déclaré que même si le marché crypto a baissé de plus de 50% en 2022, les clients sont toujours intéressés par les cryptos. Donc on voit qu'ils répondent vraiment à une demande présente de la part des clients. On va parler maintenant de PayPal. PayPal, j'ai vu, il y a une information qui est sortie il y a quelques jours, c'était hier, sur le fait que PayPal, désormais, ils avaient la possibilité de vous prendre $2 500, de vous infliger une amende de $2 500 si jamais ils considèrent que vous contribuez à de la désinformation, que vous publiez des fake news par exemple ou autre. Et les gens commençaient à dire c'est pas normal que PayPal puisse censurer à ce point et surtout infliger comme ça des amendes aux personnes qui jugent être qui propagent de la désinformation. On a même eu, regardez, c'est assez hallucinant, David Marcus qui a publié pour dire c'est un ancien de PayPal, hein, il était président, il me semble, de PayPal, qui a dit c'est difficile pour moi de critiquer une société dans laquelle j'ai travaillé, mais c'est complètement hallucinant cette nouvelle politique de PayPal, et moi je considère que c'est pas normal, c'est juste de la folie. Et Elon Musk qui répond, qui est aussi considéré comme le cofondateur de PayPal avec X.com qu'il avait fondé, il dit je suis complètement d'accord avec ça. Depuis ce bad buzz que s'est pris PayPal, a priori, ils auraient fait machine arrière. On a un article de Yahoo sur le sujet. PayPal dit on est désolé, c'est pas du tout ce qu'on voulait faire. C'est pas clair honnêtement. Est-ce qu'ils ont juste fait est-ce qu'ils ont juste fait une erreur en communiquant ou ils s'attendaient pas à ce bad buzz? Moi je pense juste qu'ils s'attendaient pas du tout au bad buzz. PayPal, ils sont connus pour mettre
un ensemble de restrictions et de blocages de fonds, etc. Et pourquoi on en parle aujourd'hui en lien avec les crypto-monnaies? Parce que les gens commencent à dire, voilà pourquoi on a besoin des crypto-monnaies, voilà pourquoi on a besoin d'un écosystème complètement décentralisé, pour pas qu'il y ait une entité qui puisse juger de ce que vous allez pouvoir dire, et surtout de vous infliger une amende parce que vous dites des choses avec lesquelles ils ne sont pas d'accord. Encore une fois, je suis pas pour les fake news ou pas les fake news, mais c'est toujours difficile à dire qu'est-ce qu'une fake news, qu'est-ce qui n'est pas une fake news, et je trouve que c'est pas normal d'autoriser une entité qui gère, on va dire, l'argent des personnes, de décider elle-même de qu'est-ce qui est une fake news, de qu'est-ce qui est pas une fake news. Donc voilà pourquoi je pense qu'il est très important d'avoir un écosystème complètement décentralisé. Facebook, Meta et Instagram proposent maintenant, en plus de mettre des NFT en photo de profil, de connecter directement l'intégralité de votre wallet crypto. Comme ça, ils auront toutes vos données. Je viens de vous résumer l'article en 2 minutes. Vous pouvez connecter votre portefeuille crypto pour montrer votre collection d'NFT, c'est bien. Mais à ce moment-là, vous donnerez l'intégralité des informations de votre compte à Meta. Encore une fois, bonne ou mauvaise chose, c'est à vous de le voir. Je suis pas là pour dire du bien ou du mal de quoi que ce soit. Rappelons quand même qu'il y a eu le scandale de Cambridge Analytica. Pour vous faire très simple, c'était un scandale qui a frappé Facebook et qui faisait qu'en gros, pendant les élections, d'un point de vue politique, vous aviez de l'actualité qui vous était mise sous les yeux en fonction de vos préférences. Je vous dis une bêtise, vous adorez les chats, mais vous êtes complètement dingue de chats, vous likez des posts sur les chats, vous achetez des produits pour les chats, eh bien, il y a des partis politiques qui pouvaient en gros payer pour vous montrer une vidéo d'un candidat à l'élection présidentielle des États-Unis qui disait du bien des chats, qu'il fallait aider les animaux et qui, comme par hasard, vous voyez cette pub-là, quoi. On est vraiment sur qu'est-ce que le mec a besoin d'entendre pour voter pour moi, eh bien, je vais lui livrer. C'est vraiment effrayant, quoi. Enfin bref, donnez l'information à votre portefeuille à Facebook si ça vous fait plaisir. Après, donc là en France, il y a des grèves avec des pénuries de carburant, donc soi-disant que dans le Vaucluse, il commence déjà à avoir des limitations de carburant par rapport aux consommateurs. Donc au Sri Lanka, ils avaient déjà essayé de faire ce même mécanisme-là, donc ça s'est mal passé. Donc en gros, ça va être la même chose que le pass sanitaire, mais ça va être le pass énergie. Donc vous aurez un beau pass avec un beau QR code, avec une belle application. Donc vous serez un bon esclave dans un système totalitaire, avec une superbe application à télécharger. Vous mettez tout, votre numéro de plaque, votre identification, et vous avez un beau QR code à scanner qui vous donne votre quota de pétrole et puis les dates d'expiration. Donc vous remplir des jerrycans si vous n'avez pas consommé votre pétrole. Donc ça c'est génial. Le système communiste bolchevique qui se met en place, hein. Le système financier britannique est en panique. La Banque centrale d'Angleterre imprime de l'argent en masse pour faire baisser les taux obligataires et concède d'énormes prêts pour sauver le système au prix de la socialisation des pertes. Vous pourriez dire, laissons-les couler. Sauf que si vous faites ça, vous plantez l'entreprise Air Solide qui n'a plus de contrepartie et vous plantez les retraités britanniques qui n'ont rien demandé à personne. Au pire, concernant les retraités, on peut seulement les accuser d'avoir mal voté et d'avoir des élus qu'ils méritent. Mais ce serait mesquin et n'oublions pas que nous sommes tous un peu dans ce cas-là en Europe, donc nous ne jetterons pas la première pierre. Jean-Paul Morgan, pour ce qu'il concerne, est peut-être un affreux cynique qui profite de la faiblesse du cœur humain, mais n'oublions pas qu'à l'origine, ce sont bien les banques centrales et les États qui ont créé cette situation. Est-ce que cela aurait été différent si le Brexit n'avait pas eu lieu? La Grande-Bretagne serait-elle en meilleure forme dans l'Union européenne? Si on ne peut pas réécrire l'histoire, rien ne permet de le penser en tout cas. La livre sterling chute face au dollar, comme l'euro, et depuis 2017, elle s'en sort même mieux que l'euro, mais de pas grand-chose, c'est vrai. Par contre, si la Grande-Bretagne était encore dans l'Union européenne, pas sûr qu'elle ait eu le droit de sauver ses fonds de pension. Il faut bien comprendre que retrouver sa souveraineté ne vous donne pas un laissez-passer pour une bonne gestion et un avenir serein. Cela vous laisse simplement responsable de ce qui vous arrive. Personnellement, je pense qu'être responsable de ses choix, c'est mieux que d'être soumis aux décisions des autres. Mais j'en conviens, c'est un point de vue qui m'appartient. Et on verra bien comment la Grande-Bretagne se tire de ce guêpier par rapport à l'Union européenne. Oui, bon, direct, le point chaud, on est comme ça. Crédit Suisse, alors, le risque systémique. Ça, c'était déjà la semaine dernière. L'action s'effondre sur des plus bas historiques. Les CDS s'envolent. Crédit Default Swap. C'est quoi ce truc? Ce sont des contrats de protection financière, une sorte d'assurance, qui date de 1994, à l'époque initiée par JP Morgan. Une protection donc contre la défaillance d'une entreprise. Et donc, le week-end dernier, les cadres supérieurs de Crédit Suisse ont réalisé une note pour rassurer la
situation de la banque Crédit Suisse. Et 2 jours plus tard, les marchés ont pris 5%. Comme quoi, fin du système ne rime pas forcément avec ça va se boiter. On attend désormais le 27 octobre, jour où Crédit Suisse va devoir présenter sa restructuration massive. Alors elle a 2 choix, vente d'actifs ou levée de fonds propres. Et étant donné le contexte de marché actuel, ça se dirige plutôt vers la vente d'actifs. Côté pétrole, les membres de l'OPEP+, ont décidé de se réunir pour réduire la production de barils. 2 millions de barils de pétrole en moins à partir de novembre, ce qui risque clairement de faire remonter les prix à la pompe. Donc, ruez-vous à la pompe, c'est une très bonne idée. C'est inquiétant pour l'administration Biden parce qu'on s'approche des élections de midterm. Et ça, c'est début novembre, justement. Du coup, les États-Unis ont décidé de puiser à nouveau dans leurs réserves. Ça devait s'arrêter en octobre, mais finalement, on va peut-être attendre le mois de novembre. Sauf que, par définition, ce sont des stocks. Donc, c'est épuisable. Et ils en ont déjà épuisé 200 millions de barils depuis le début de l'année. Ce qui représente tout de même un tiers de leur stock. Alors, pour l'Arabie Saoudite, eux, ça les arrangerait plus que le prix du pétrole monte. 100 $, c'est pas mal. Côté banque centrale, on l'avait déjà vu ensemble la semaine dernière, la Banque centrale d'Angleterre a décidé de réinjecter, en tout cas de racheter des obligations, pour déjà défendre sa monnaie, la livre sterling. Avec une petite enveloppe qui pèse un peu, 5 milliards de livres par mois, par semaine, par jour. Ah ouais, par jour. Bah ouais, par jour, sinon t'as rien. Et une semaine après, alors ils en ont débloqué combien? 3,7 milliards seulement. Les gars, vous avez promis 25 milliards là de livres la semaine dernière. Vous faites quoi là? Bande de rats là, ils sont où là? Tu donnes. Tu donnes, t'as promis, tu donnes. Menteur. L'objectif était simple, après la présentation du budget qui est pas passé, ne pas mettre en difficulté les fonds de pension. Du coup, elle a racheté des obligations, mais au compte-gouttes. Pourquoi? Déjà, pour éviter les effets d'aubaine, ne pas laisser penser qu'elle met en place un programme de rachat d'actifs, et ce, pour soutenir l'économie, histoire de pas trop inquiéter l'inflation, ne pas monétiser la dette britannique pour simplifier la tâche du gouvernement, et surtout, ne pas laisser croire qu'elle ne va pas continuer à lutter contre l'inflation. Quand même mal barré. Du coup, elle a dit qu'elle allait injecter à bloc, mais en fait, elle le fait pas vraiment, mais parce que du coup, voilà, un peu compliqué. C'est ça. Jérôme Powell, nous avons besoin d'une augmentation du chômage. On le répète, pardon, je vous l'avais juste avant. C'est ça. Nous comprenons à quel point nous comprenons peu l'inflation, à vous la Fed et Christine Lagarde. Ça, c'était il y a quelques mois, en fait, de cela. C'était en juin dernier. Et au moment où il dit ça, il envoie un gros coup de massue, il augmente de 0,75 points, c'est tout. Bon. Est-ce que vous savez d'où ça vient, en réalité, cette inflation? Vous avez beaucoup d'articles par rapport à ça. L'impression monétaire, l'augmentation des matières premières, l'augmentation du gasoil, la crise en Ukraine, etc. Moi, je vais aller tout petit peu plus loin de ça. Je pense qu'en fait, on est en train de paniquer. Je pense qu'on est dans un environnement avec une incertitude telle, et les plus grands financiers, les plus gros investisseurs n'ont aucune visibilité à 6 mois, voire 1 an. Ils n'en ont pas. Et ça, c'est très loin d'être bon pour le marché. Dès lors, si vous voulez une cassure franche, une résolution à la baisse sévère, le fameux crack ou la purge du siècle, il faudrait un catalyseur énorme. On peut en avoir un, pour le coup de catalyseur énorme, c'est ceci. BNP attaqué, inquiétude sur la plus grande banque française. Crédit Suisse également, qui est en train d'être attaqué de toutes parts. Il essaye éventuellement de faire une recapitalisation, de lever 3 milliards d'euros sur les marchés pour pouvoir éventuellement se recapitaliser. Ça peut être un vrai catalyseur. Ça peut être aussi autre chose. Ça peut être une grosse crise de la dette, les numéros de crédit de la consommation choquants. Tout le monde a utilisé la carte de crédit au maximum alors que l'économie glissait dans la récession. Ça a été partagé par un membre du Discord, donc merci à toi. Et c'est vrai qu'on constate le total des crédits revolving, très utilisé aux États-Unis, donc carte de crédit, n'a jamais été aussi haut en réalité depuis les 6 derniers mois. Incroyable. Donc entre guillemets, tout ce qui avait été remboursé quand vous êtes chez vous, vous consommez pas, ou en tout cas vous consommez peu, la Fed a fait son travail, la Banque Centrale Européenne a fait son travail, le monde entier, l'intégralité des banques centrales mondiales ont fait leur travail pour pouvoir, entre guillemets, mettre en lévitation l'économie mondiale. Donc peu de récession, même s'il y a eu une forte récession, mais très vite rattrapé et très vite consommé. Les Américains, en fait, n'ont jamais été aussi chauds sur la carte de crédit. Et ça peut être un énorme catalyseur en réalité. Ne nous y trompons pas.
La principale raison de cette inflation, c'est quoi? C'est tout simplement la planche à billets. Donc c'est quelque chose, si vous voulez, où les gouvernants font semblant d'être pris par surprise, alors que ça fait 10 ans qu'on leur dit, quand on imprime comme vous imprimez, à un moment, il va falloir s'attendre à prendre le retour dans la figure. C'est ce qui se passe. Il y a rien d'étonnant, il y a rien de nouveau. On les avait prévenus, on savait que ça allait arriver. Alors on savait pas quand. Ça c'est vrai, c'est-à-dire que l'effondrement de la monnaie, c'est quelque chose qui est une histoire de confiance, si vous voulez. Or la confiance, c'est assez particulier parce que vous allez la perdre à un moment et vous allez la perdre tout d'un coup. C'est-à-dire que vous n'avez pas d'abord confiance à 100% et puis une semaine plus tard confiance à 90% et puis une semaine après confiance à 80%. La confiance, c'est binaire. Soit vous avez confiance, soit vous n'avez pas confiance. Si vous n'avez pas confiance, c'est terminé. Et c'est ce qui est en train de se passer. La situation financière mondiale est particulièrement critique. Je fais ce métier depuis 45 ans et entre la pandémie, la guerre et la politique folle des États-Unis et des gouvernements du monde entier, c'est l'environnement le plus difficile que j'ai jamais rencontré pour essayer d'avoir confiance dans une prévision de ce qui va se passer dans les 6 à 12 mois à venir. Voilà ce qu'a récemment déclaré Stanley Druckenmiller, l'un des plus grands investisseurs de notre époque. Pour moi, Stanley rentre clairement dans la catégorie des Paul Tudor Jones, des Ray Dalio, des Warren Buffett ou encore des Howard Marks. Quand des personnes de ce calibre, milliardaires, vous racontent qu'ils ne savent absolument pas à quoi ressemblera le monde dans une année, c'est que nous vivons réellement dans une période spéciale. Sur GAC, on aime vous parler d'économie car Bitcoin et les cryptos ne sont qu'une sous-partie de l'activité financière et bancaire mondiale. Or, en ce moment, les dangers sont très grands sur la macroéconomie des pays occidentaux. La hausse généralisée des prix, le niveau d'endettement record des États ainsi que la crise énergétique, liée non seulement à la guerre en Ukraine, mais aussi au pic de production tout pétrole qui impose un plafond indépassable à moyen terme de la croissance économique, crée un cocktail Molotov extrêmement puissant. L'interventionnisme de nos gouvernements et des banques centrales dans l'économie et sur les marchés n'a fait que repousser sans cesse des crises financières importantes, mais gérables. En 2008, nous pouvions sauter du 3e étage et essayer de nous en sortir avec les genoux cassés. Mais nous ne l'avons pas fait. Les banques centrales sont intervenues pour sauver les coupables avec l'argent du contribuable. Nous sommes repartis pour un tour de manège sans régler les problèmes de fond du système financier et monétaire mondial. 15 ans plus tard, nous nous retrouvons au 15e et dernier étage du même immeuble et la chute risque d'être beaucoup plus douloureuse, voire mortelle. L'histoire ne s'écrit pas dans la stabilité et la moyenne, mais plutôt dans les événements improbables et violents. Il y a des décennies où rien ne se passe et des semaines où des décennies se produisent. Nous sommes déjà d'ailleurs dans ce genre de période agitée. Et c'est là qu'il faut bien distinguer deux familles d'actifs, fragiles et antifragiles. Le propre d'un actif antifragile est d'évoluer à contre-courant de la stabilité. En gros, plus l'environnement est hostile, plus il est attaqué, plus il se renforce. C'est l'hydre de Lerne. Au contraire, les actifs fragiles, comme la plupart des actions d'entreprise par exemple, n'apprécient guère les surprises et la volatilité, et se développent particulièrement bien dans des périodes d'accalmie. Ce sont les dinosaures avant la météorite. Dans le passé, vous avez eu un pivot monétaire de la Fed en 2000, vous avez eu un pivot monétaire de la Fed en 2007, vous avez eu un pivot monétaire en 2019, et surtout ici, en février-mars 2020, au moment du Covid, le pivot, d'un point de vue du cycle des taux d'intérêt, en fait, il y a trois dimensions. Il y a le cycle des taux d'intérêt, donc le taux d'intérêt directeur de la Banque centrale, le bilan, donc si la Fed fait entrer dans son bilan des actifs de dette, ou si elle en sort, et vous avez sa communication, le verbe. Les trois ont leur importance. Le verbe se déployant à travers la conférence de presse du patron de la Fed, actuellement Jérôme Powell, à chaque décision de politique monétaire. D'ailleurs, cette semaine, vous avez deux temps forts. Attention, vous avez les minutes de la Fed ce mercredi. Ce n'est pas une décision de politique monétaire, c'est un rapport sur la décision prise il y a 3 semaines. Et vous avez jeudi l'inflation aux États-Unis en septembre. Vous allez voir, c'est un des éléments qui pourrait déclencher le pivot de la Fed. Mais on y vient. Alors, donc, le pivot de la Fed, c'est ça. Prenons l'exemple de mars 2020. Vous avez sous les yeux un graphique qui expose les bougies japonaises du S&P 500, du S&P 500 All-Time History Index, avec le taux d'intérêt à 2 ans des États-Unis. Je vous rappelle, et je vous l'ai déjà expliqué, que le taux d'intérêt obligataire à 2 ans des États-Unis est celui qui anticipe le mieux
les perspectives, les anticipations du taux d'intérêt des Fed Funds. Le point haut du marché action a été la confirmation d'une pattern de renversement haussier sur les taux d'intérêt du marché, notamment le taux d'intérêt à 2 ans. La dernière fois que la Fed a pivoté dans le sens accommodant pour soutenir le marché action, c'était la 3e semaine de mars 2020. Lorsqu'on était en plein cœur du Covid, que l'économie mondiale, on avait appuyé sur off, la Fed a pris son micro, elle a dit « Je suis là, j'achète tout ce qui bouge, j'achète tous les titres de dette, je mets les taux à 0 et c'est parti, un open bar d'1 an, tendance haussière des actions. » C'est ça le pivot de la Fed. Et c'est ça que tout le monde attend. Mais c'est un peu triste de l'attendre. D'attendre que quelque chose se dégrade pour qu'elle fasse ça. C'est une vision financière, mais c'est comme ça que fonctionne la bourse, actuellement en tout cas. Et depuis la crise financière de 2008. Donc, le dernier pivot de la Fed remonte à mars 2020, vous en avez ici, et il avait provoqué une superbe structure en avalement haussier, c'était le dernier Fed Put. Alors, le Fed Put, c'est une façon d'activer le pivot de la Fed. Le Fed Put, c'est lorsque le prix des actifs financiers, soit le prix des actions, soit le prix des obligations, atteint un niveau tellement bas et une volatilité implicite tellement haute qu'il menace le fonctionnement du système capitaliste. J'y viens, ça fait partie, c'est 2 raisons sur 5 qui peuvent activer le pivot de la Fed. En tout cas, le pivot de la Fed, c'est donc une inflexion de la politique monétaire de la Fed, et à l'heure actuelle, si vous regardez du côté des anticipations de taux d'intérêt, vous êtes ici sur le site CME Fed Watch Tool, eh bien, il n'y a pas de pivot de la Fed avant le 13 décembre 2023, c'est-à-dire que là, actuellement, le taux d'intérêt des Fed Funds est à 3,25. Le 2 novembre, il est censé passer à 4%. Le 14 décembre à 4,5%. Ensuite, tout au long de l'année 2023, 4,75. Si franchement on va à 5%, ça va être compliqué. Si on va à 5%, Wall Street va encore perdre 20%. J'ai fait un article justement avec la zone de pivot qui va être la pression pour la zone de pivot, à quel niveau se trouve cette pression-là. Et bien évidemment, ça peut concorder, je vais y arriver, avec ce niveau ici. Donc là, il y aura probablement une pression. Il y a la thèse de over-hiking, c'est-à-dire qu'on est en train de trop augmenter les taux. Et donc, est-ce que ça va impacter la croissance, comme on a dit à un moment donné? Donc c'est ça. Là, à ce moment-là, quand on va arriver vers là, il y a des probabilités à ce que ça affaiblisse aussi la croissance, et justement le niveau du S&P 500 serait probablement vers cette zone ici, et c'est à partir de ce moment-là qu'on va voir qu'est-ce qui va se passer. Est-ce qu'un pivot va être significatif d'une reprise vers des nouveaux plus hauts? C'est ça la question qu'il va falloir regarder à ce moment-là. Quelles sont les données, où est l'inflation, où est la croissance, où est la politique monétaire, où on est plein d'éléments. Et donc, du coup, j'en parle parce qu'un pivot ne veut pas dire forcément qu'on repart. Un pivot, bien évidemment, peut repartir si on a assez de croissance en parallèle. Et donc, c'est là où il va être important de voir tout le reste à ce moment-là. Donc voilà, donc ça c'était une petite parenthèse à ce niveau ici. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que comme j'expliquais précédemment, c'est qu'une grande partie de cette baisse-là a été due une grande partie à la politique monétaire, mais pour l'instant on n'a pas eu de marché baissier à cause d'une correction des résultats financiers. Donc là on a les résultats du 3e trimestre qui vont sortir ce mois-ci. Donc là, ça va être très important de regarder la réaction, puisque pour l'instant, les marchés financiers n'ont pas corrigé des révisions, par exemple des croissances, une révision négative au niveau des résultats financiers. Ici, on était à 9.1, au top c'était avril, mais c'était en juin, puis juillet 8.5, puis août 8.3. Là, les chiffres de septembre vont tomber. Idéalement, le mieux c'est de continuer de baisser. Ça voudrait dire que l'inflation elle baisse un petit peu, parce que l'inflation elle est en train de consolider, malgré la hausse des taux de la Fed depuis février, mars, avril. Oui, depuis février on est déjà à 8 environ. Donc on a 8.5, on est à 8.5 en mars, et là on a 8.3 en août. Donc c'est pour vous dire que ça a pas beaucoup chuté, quoi. Ça consolide. Ok. La question c'est, est-ce que c'est une consolidation avant une poursuite inflationniste, ou est-ce que vraiment il y a vraiment un top qui s'est instauré et que vraiment l'inflation va diminuer? Ça c'est important. Et du coup, quand on vient ici, on voit que on attend 8.1. Ok. On est à 8.3. Si on est à 8, c'est bien, c'est que ça baisse. Par contre, ce qui est intéressant, c'est surtout le core CPI. Donc vous pouvez avoir un CPI qui baisse, mais un core CPI qui monte. C'est pas les mêmes valeurs qui sont prises en compte. Par contre, si le CPI il augmente, et là il y a le prix du pétrole qui est remonté et le prix
du gallon qui est remonté aux US, ça c'est pas forcément hyper positif non plus. Ça peut justement causer un CPI plus important. Du coup, il faut faire très attention à ça. Après, à voir comment le pétrole, est-ce que ça va rééquilibrer d'un côté ou de l'autre ou pas, ça reste à voir. Mais actuellement, on voit que on attend 8.1. Si on est sous, enfin c'est simple, si le core CPI il est sous 6.3 et le CPI il est sous 8.1, c'est exceptionnel et ça sera hyper bullish et on aura un directionnel haussier. Et après je viendrai sur les directionnels et je m'arrêterai ici. En revanche, si on est au-dessus de 8.3, ça veut dire que ça continue de monter. Au final, on a un rebond au niveau de la charte ici, vous voyez. Donc là, ça baissait, mais on repasse par exemple à 8.6. C'est catastrophique. C'est-à-dire que malgré les précédentes hausses des taux, ça continue de monter. Vraiment, l'inflation n'est pas maîtrisée. Et si c'est le cas, il y a plusieurs possibilités. La Fed voulait calmer la hausse des taux d'ici fin 2022, mais vraiment début 2023, dire bon, on va laisser les taux hauts, mais on va arrêter de les monter. Ça, c'est la première possibilité. Enfin, c'est ce qu'ils voulaient faire. Par contre, si l'inflation continue de monter, ils auront nul autre choix, soit de faire des taux plus hauts, donc passer par exemple à 1%, quitter les 0,75 et passer sur du 1, ce qui est énorme, et plus longtemps, c'est-à-dire qu'en gros, ils disent bon, bah, on va faire ça jusqu'au, par exemple, au deuxième trimestre de 2023. Donc là, ce serait très bearish parce que bah, ça, c'est pas du tout pricé en fait. L'inflation continue, c'est des idées qu'ils pourraient avoir. Donc ce serait vraiment pas bon. Donc il y a plein de petites choses à surveiller, tout ça c'est mercredi et jeudi, surtout jeudi, donc c'est pour ça qu'on est probablement sur la semaine qui va donner, enfin c'est les datas qui vont donner la direction probablement. Il y a des gros poissons qui savent probablement où le marché va aller, qui ont des informations, qui sont en train de se positionner en amont. C'est possible, hein, des insiders il y en a partout. Maintenant, bon bah on attendra la direction. On commence comme d'habitude cette analyse par les marchés traditionnels. Je vous rappelle qu'actuellement ils ont un rôle majeur dans ce qui se passe sur les crypto-monnaies, donc on se doit de faire un tour généralisé sur ces actifs. Alors, les actifs, on va dire, les plus en vogue à surveiller, c'est le DXY et les obligations. D'accord ? Je vous rappelle que ces deux actifs à eux seuls sont ce qu'on appelle la position risk-on, la position risk-off. C'est-à-dire que quand ces actifs montent, haussent, eh bien on a ce qu'on appelle du risk-off. L'argent va dans des positions défensives et donc des positions finalement qui rapportent bien qu'elles soient les moins dangereuses possibles. Et donc c'est ce qui fait que automatiquement les acteurs s'en vont des marchés à risque, tout simplement parce que si la position défensive rapporte, il n'y a aucune raison de prendre des risques. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? On a pour l'instant un rebond à l'intérieur de ce mouvement baissier. Alors là, ça va être intéressant. On se trouve, on va dire, entre guillemets, dans une tournure très importante. Pourquoi ? Parce qu'on a cette résistance ici qui avait été franchie le 21 septembre, la résistance des 110-50, et maintenant on a eu le break et la retest, voire réintégration du pattern. Pourquoi ? Parce que là on a à peu près soit un retest, ce qui serait évidemment pas favorable, ou soit tout simplement on a un retour dans ce pattern baissier, d'accord ? Et évidemment, ce qui va se passer là, dans cette zone, sera évidemment déterminant pour la suite. Parce que si réellement on a un retour dans le pattern, dans ces cas-là, ça serait extrêmement favorable au marché à risque, en tout cas temporairement. Si on a une consolidation sur cette zone, ça sera aussi évidemment favorable. En revanche, si à nouveau on recasse ici la barrière des 114,69, eh bien dans ces cas-là, ça serait dramatique pour le reste des marchés. Même pour les devises comme l'euro, comme la livre, etc. Donc personnellement, c'est pas mon scénario favori. Je pense que ce pullback, on va dire, est tout à fait cohérent après la chute qu'on a eue. D'accord ? Ça aurait été un peu utopique de voir le dollar ici chuter directement jusqu'au 107. Donc pour l'instant, on est tout simplement à l'intérieur d'un pullback dans une tendance tout de même haussière. Donc on va voir ce qui va se passer ici sur ce niveau. On est à peu près sur les 61,8 de Fibonacci. Donc on est tout à fait dans la zone de pullback. Donc ce qui sera intéressant, c'est de savoir ce qui va se passer par la suite. Soit on continue de hausser, soit on consolide, soit on revient chercher le bas et enfin on casse. Donc tout ça, ce sera des éléments intéressants à suivre. On voit qu'on a un momentum majoritairement qui est en train de se structurer, qui est plutôt haussier, donc une forme d'accélération que l'on pourrait avoir. On n'a pas forcément de grosses divergences qui est en train de se mettre en place, donc on a quelque chose qui est plutôt construit, cohérent, très important, très intéressant. Autre chose, c'est qu'au niveau des volumes, là je suis sur le Total Index, donc qui reprend la totalité
de l'ensemble des exchanges sur le spot majoritairement, et on voit que on a quand même une trend qui est à la hausse, hein, d'accord. On a été sur quelque chose qui était majoritairement plat, très bas. Durant la chute justement d'ordre général, on avait ici 2021, réaccélération, et ici on a la cassure de mai, on a la cassure de juin, donc on voit bien les deux gros volumes rouges, et ensuite on était redescendu avec une zone de stagnation, et là on retrouve encore du volume qui commence à revenir, qui est intéressant, qui est vraiment intéressant de voir comment ça se structure, même si somme toute on a quand même un spot qui n'est pas encore suffisamment vert à mon goût pour se dire qu'on est en train de repartir. Toujours est-il qu'on gagne un petit peu du terrain ici. On gagne un petit peu du terrain. Et on n'a toujours pas réussi à s'installer du côté au-dessus des 20 000 qui étaient amplement défendus jusqu'ici. Et on est déjà le 10 du mois et on continue à peiner à être au-dessus des 20 000 qui étaient défendus ici avec ces 3 mèches. Donc en général, ça c'est vraiment pas bullish. D'ailleurs, on pourra constater que on est en train d'accepter en dessous des précédents ATH. Donc, c'est pas bullish. Bon, ça veut pas dire que c'est cuit, ça veut pas dire qu'on n'aura pas de rebond, mais simplement pour vous faire constater une chose, c'est qu'ici, les vendeurs sont relativement, ou en tout cas, soit ils sont faibles pour de vrai, soit ils ont des apparences de faiblesse. Et si c'est des apparences de faiblesse, ils font bien le taf. Allez, on continue. Donc là, très intéressant ce graphe ici par rapport au volume d'exchange, donc le volume de trading sur les exchanges. Donc là, c'est sur les plus gros exchanges. Donc là, j'ai dit, j'ai une data intéressante à vous partager. Lors des marchés haussiers et baissiers, la data la plus importante à surveiller, c'est le volume de transactions sur les exchanges. Cela nous permet de voir si les marchés sont proches d'un top ou d'un bottom. Ça, c'est des datas du coup sur un an. En gros, pourquoi? C'est très simple. Quand on voit ici un pic, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a énormément d'achats et de ventes. Donc, plein de gens qui achètent des cryptos, qui en revendent, plein de gens qui tradent, plein de gens qui, en fait, qui sont dans l'euphorie totale. Tout le monde veut acheter du Bitcoin, tout le monde veut en vendre, bref, tout le monde veut faire de l'argent. Par contre, là, on voit, là, actuellement, là c'est en direct, hein, on voit qu'il y a plus personne. Là, c'est vraiment, on le voit, en plus, tous ceux qui font l'analyse technique avec moi, vous commencez à reconnaître un petit peu les M et les W, d'accord? Donc là, on voit, là, c'est M sur M sur M sur M, tendance baissière totale, d'accord? Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, encore une fois, que les gens sont désintéressés. Je le vois, moi, sur les volumes des différentes plateformes sur lesquelles je suis. Ça descend, ça descend, ça descend, ça descend. Mais il faut pas le voir comme quelque chose de négatif. Sauf si, bien sûr, vous ne croyez plus aux crypto-monnaies. Moi, personnellement, je crois au long terme. Je crois à ces plateformes. Je crois à ces différents écosystèmes. Donc, du coup, je m'en fous. Je me dis, ça descend. C'est le meilleur moment pour acheter. Je le vendrai plus tard. Mais oui, je suis toujours à l'inverse du marché. C'est ça qui est intéressant. J'étais bear, ça fait 1 an que je suis baissier et que tout le monde me dit, mais Alan, comment tu peux être autant bear? Eh ben, parce que j'allais dans le sens contraire. Là, je vois que tout le monde est désintéressé. Du coup, je commence à changer un petit peu d'avis. Je dis pas que demain c'est le bull run, encore une fois, parce que pour moi, il reste peut-être 1 an d'accumulation. Peut-être qu'on reprendra avant la fin de l'année, hein. Mais je commence à changer mon mindset. Ok? On-chain collège qui nous partage. Alors, j'ai bien aimé ça. Donc, c'est plusieurs indicateurs. Donc, tu as le prix ici et tu as le PW, le Proof of Work Pricing Model qui nous dit un bottom au 12 000 $, et le Delta Price qui nous dit un bottom au 13 000 $. Sachant que les deux, ils ont trouvé le bottom de 2015 et le bottom de 2018. Voilà, donc là, tu as encore des autres indicateurs qu'on trouve les anciens bottoms et qui te disent bottom au 12-13. Alors que tu as vu, on a déjà partagé des indicateurs qui te disent oui, bottom maintenant. Donc, chaque indicateur va trouver les anciens bottoms et te dit maintenant le bottom il est au 20 ou il est au 15 ou il est au 12. Donc, tu vois, faut pas faire confiance à des indicateurs. Voilà. On met ça là parce qu'on se dit bon, on est prudent, on sait jamais. Mais quand je partage des fois pour le plaisir des indicateurs qui te disent ouais, bottom maintenant, faut pas leur faire confiance. Faut juste regarder ça en mode ok, pourquoi pas, j'aimerais bien. Mais pas baser son investissement dessus. Bon. Quand tu as découvert justement cette activité-là, la première chose que tu as regardé, donc c'est autour des bitcoins qui se déplacent pas, mais c'est quelle est la chose qui t'a fait comprendre la puissance de cette analyse? On parle souvent, et d'ailleurs on est en plein dedans, on est à la semaine où le hash rate du bitcoin est à ses sommets historiques. Donc le Bitcoin, le réseau Bitcoin, la blockchain Bitcoin n'a jamais été aussi sécurisé qu'aujourd'hui. Est-ce que ça, c'est des indications, par exemple, qui peuvent te dire quelques mois après, en général, il y a un rebond ou quelques mois après, il se passe ça. Est-ce que c'est des informations importantes que tu vas ajouter à ton analyse à toi? Oui, c'est des informations que je peux ajouter. Après, il y a vraiment 2 manières de faire l'analyse on-chain. Tu peux faire de l'analyse on-chain descriptive et de l'analyse on-chain prédictive, si je puis dire. Il y a vraiment 2 choses. Et après, comment dire, déjà, c'est ça. Tu peux voir quel est l'état de santé du réseau.
et quel est l'état de santé du marché, ce qui sont deux choses différentes. Tu peux aller vérifier si il y a beaucoup de transactions sur le réseau en ce moment. Est-ce que la même pool est surchargée? Est-ce que le hash rate et la difficulté de minage sont à un point assez élevé? Est-ce qu'il y a de la compétitivité sur le réseau au niveau de la puissance de calcul? Mais tu peux aussi aller voir, ok, économiquement parlant, est-ce que tu as des entités qui, quand elles font des transactions, elles sont plus en profit ou en perte? Est-ce qu'il y a du volume de transfert de Bitcoin qui est en profit ou en perte sur la blockchain? Quel est aussi le coût de base de tes participants? Parce que du coup, comme on est sur une architecture en UTXO, tu peux observer le prix d'acquisition de la dernière UTXO d'un des investisseurs en question, et tu peux du coup voir si aujourd'hui, par rapport au cours spot du Bitcoin, par rapport à son prix d'acquisition, est-ce qu'il est en profit ou en perte, par exemple. Donc, tu as vraiment deux prismes. Le prisme de santé du réseau Bitcoin avec un grand B, si je puis dire, et le prisme de santé économique du token Bitcoin avec un petit b. Et on démarre forcément avec le scandale métaverse qui a fait trembler la twittosphère dernièrement. En effet, il y a eu un rapport, en fait, un article récent qui expliquait que, en fait, le métaverse Decentraland était très fortement surévalué et qu'il y avait genre à peine 38 mecs dessus qui visitaient. Du coup, en fait, il y a beaucoup de choses fausses qui ont été dites, notamment, là, du coup, Cryptost revient là-dessus. Donc, un article récent très partagé dans la cryptosphère remettait en question le nombre d'utilisateurs, actifs sur des projets du métaverse comme Decentraland, même The Sandbox, ils en ont parlé également. Et du coup, donc, les chiffres seraient faussés. En effet, d'ailleurs, Decentraland a répondu officiellement sur Twitter, a communiqué des chiffres. Donc du coup, le compte Twitter de Decentraland a détaillé le nombre d'utilisateurs actifs mensuels qui s'élève à 56 697, mais aussi le nombre d'utilisateurs qui interagissent avec les différents smart contracts. Du coup, chaque jour, c'est 1074. Et du coup, donc en tout cas, voilà, il y aurait 7000 visites uniques journalières. Et en fait, il ne faut pas confondre les gens qui vont visiter le métaverse et qui vont pouvoir consommer en fait de la data visuelle, ceux qui interagissent avec le smart contract, ceux qui font des quêtes, ceux qui font des événements, enfin voilà. Donc c'est assez compliqué, c'est assez vaste. En tout cas, voilà, méfiez-vous toujours des chiffres en fait qu'on vous donne. Il s'avère que bon, le token de Decentraland, le token Mana, n'a pas trop pâti, même si forcément ça aurait pu causer bien des soucis. En tout cas, voilà, ils s'en sont sortis. Voilà. Est-ce qu'on peut y arriver à un moment donné? Ouh. Oui, ça y est. Oh là, oh là, oh là. Ok. Alors là, on grimpe. C'est l'équilibrisme. Allez, cours. Tu vas y arriver, petit bonhomme. Ouhou. Ah. Le monde de Cross the Edges est partagé entre deux civilisations, les Arcantes et les Mantris. Historiquement en conflit, les jeux de l'arène servent à canaliser les tensions entre les deux peuples. Dans le ventre de l'arène, où attendent les combattants, la tension monte. Vous qui entrez ici, abandonnez tout espoir. La maxime est inscrite sur la herse qui barre l'accès à l'arène de l'Apologium. Les gladiateurs, sur le point d'entrer en scène, doivent patienter derrière ce portail. Les organisateurs annoncent clairement le programme, un mélange ambigu entre compassion et cynisme. Pour Aurel, ce n'est ni l'un ni l'autre, juste la réalité dans ce qu'elle a de plus banal et de plus glaçant. Le jeune homme fait partie des 8 gladiateurs qui attendent leur tour pour entrer dans la compétition. Il est facile de distinguer à quel camp chacun appartient. Côté Mantris, une femme aux cheveux mauves greffés d'une paire d'ailes artificielles dans le dos, une autre à la moitié du visage dévoré par des implants cybernétiques, un type nerveux portant une combinaison intégrale et un colosse aux muscles surgonflés. Côté Arcante, un solide guerrier à l'épaisse barbe rousse, une mage de l'eau reconnaissable à ses tatouages bleus et un jeune homme en pourpoint de cuir, plus lui, Aurel. Une grande différence cependant le sépare du reste du groupe. Aurel n'est pas un Arcante, mais un Forgotten, un habitant du Rift. Alors, ce zap t'a plu? Dis-moi en commentaire quelle est l'actu qui t'a le plus intéressé. Et si tu as manqué les actus d'hier, retrouve juste ici le zap crypto de la veille.